Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, cette semaine, l'émotion de défiance initiée contre les ministres délégués aux finances Patrice Kitebi et celui de l'industrie petite et moyenne entreprise Rémi Moussungaï ont été rejetés le lundi 10 novembre à l'Assemblée nationale de Kinshasa à l'issue d'un houleux débat où certains députés en sont venus aux mains. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et le vote de la motion contre les ministres qui étaient s'est déroulé en l'absence des députés de l'opposition qui avaient quitté la salle quelques minutes plus tôt, fustigeant les comportements du premier vice-président du bureau de l'Assemblée qui conduisait les débats. Monsieur Mbelou, on a l'impression d'être revenu dans la présente législature. D'abord, quelle lecture avez-vous de ces faits? Et une lecture suffisamment paradoxale. Elle est liée au fait que ce que nous estimons être les acteurs politiques sur la scène publique congolaise et dans les institutions congolaises ne semblent pas prendre la mesure de l'apport de l'actualité de l'Afrique des Grands Lacs telle qu'elle est en train d'être produite aujourd'hui dans plusieurs médias alternatifs. Je vais m'expliquer. Les acteurs politiques congolais, qu'ils soient de la majorité présidentielle ou de l'opposition, sont en train d'évoluer dans un processus corrompu, mensonger, biaisé dès le départ. Comment veulent-ils qu'au sein d'un processus fondé sur le vide éthique, ils puissent récolter des résultats éthiques probants? C'est cette contradiction, c'est ce paradoxe-là que les acteurs politiques dits de l'opposition politique congolaise ne semblent pas percevoir. Il y a comme un entêtement de part et d'autre, un entêtement du côté de la majorité présidentielle, un entêtement du côté de l'opposition politique, un entêtement pour pouvoir foncer tout droit dans le mur en entretenant un processus conçu par autrui, pour autrui. Alors, tant qu'une rupture simple, pure et nette n'aura pas été opérée pour que le Congo puisse être rebâti sur de nouvelles bases, ils vont se battre dans cet hémicycle-là, ils vont s'entretuer, et demain, il y aura le M27 ou le M24 et il y aura les faux ADF Nalou qui vont surgir à gauche, à droite. Il y aura des Bakata Katanga qui vont reprendre du poids de la bête pour que le Congo s'enfonce davantage dans le gouffre sans fond où il se retrouve aujourd'hui. Donc, je dirais simplement qu'il y a des ruptures profondes à faire et il ne me semble pas, à l'heure actuelle, qu'il y ait beaucoup d'opérateurs politiques de la majorité présidentielle comme ceux de l'opposition politique qui ont compris cela. Et c'est malheureux tout simplement. Oui, à propos de cette motion, les 58 députés qui l'avaient signée reproché au ministre Kitebi d'avoir mal exécuté le budget 2013, notamment en utilisant les fonds alloués au fonctionnement du bureau du porte-parole de l'opposition, alors que cette personnalité n'a toujours pas été désignée. Mais M. Mbelou, il semble qu'à la dernière minute, 18 députés aient retiré finalement leur nom de cette liste de la motion. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là une illustration de la faillite de notre système politique calqué sur les modèles occidentaux, puisque cela se répète régulièrement au Parlement de Kinshasa? Oui, mais vous savez comment se passe le vote d'émotion dans cette assemblée-là. Ah, je vous rappelle avoir souligné cela dans l'une de nos émissions. Chaque fois qu'il y a eu
une motion au Parlement. Qu'est-ce qui s'est passé? La majorité présidentielle, qu'on appelait aussi l'Alliance pour la majorité présidentielle, procède par la corruption de ses propres membres et la corruption d'ébauchage des membres de l'opposition. Cela lui permet d'avoir une majorité automatique qui refuse que la motion de défiance ou je ne sais quelle autre motion puisse être acceptée. C'est pour vous dire que cela devrait être connu ou être supposé connu par les opérateurs politiques de la majorité de l'opposition congolaise depuis très longtemps. Mais comme ils font eux aussi consciemment ou inconsciemment partie du statu quo, ils veulent donner l'impression qu'on fait de la politique au Congo, alors que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas de la politique, c'est du business. Et là, je reviens à une hypothèse dont nous avons parlé dernièrement. L'hypothèse est la suivante. La guerre de basse intensité et de prédation menée contre le Congo-Kinshasa n'avait pas pour objectif de pouvoir installer dans ce pays-là la démocratie. Elle avait comme objectif de pouvoir faire main basse sur les minéraux stratégiques dont dispose ce pays-là. Alors, pour pouvoir réaliser cet objectif, les acteurs pléniers ayant orchestré cette guerre de basse intensité ont engagé des mercenaires rwandais, ougandais, congolais, burundais, américains, britanniques, et j'en passe. Alors, ce sont, pour la plupart, ces mercenaires qui ont envahi les institutions congolaises aujourd'hui. Alors, comment voulez-vous chercher à créer des motions de défiance ou toute autre mission dans un pays où l'État est raté, où l'État a failli, dans un pays donnant l'impression par ses institutions formelles d'être arrivé à la démocratie, alors que, au fond de ces institutions formelles, gît un déficit démocratique criant. Donc, la question essentielle me semble être celle-ci, comment rompre avec ce processus en trompe-l'œil, ce processus qui a injecté les mercenaires dans les institutions congolaises pour que les entreprises multinationales mortifères fassent main basse sur les minéraux stratégiques du Congo. Comment rompre avec ce processus pour passer à un autre, c'est-à-dire créer un front uni pour un Congo libre et prospère, où les fils et les filles du Congo, les fils et les filles du Congo, responsables en conscience, travailleraient main dans la main pour initier un autre processus idoine, capable de rompre avec le statu quo. Voilà les questions qui me semblent essentielles et qui ne rencontrent pas pour le moment l'aval de plusieurs débatteurs ou opérateurs politiques de la société civile congolaise. Il faudrait qu'un jour on y arrive. C'est en train de se faire petit à petit et j'espère que la chose pourra prendre une vitesse supérieure. Oui, justement, toujours à propos de cette motion, Radio Okapi a reporté ceci. Ils ont parlé d'un scénario dont le déroulement était connu d'avance. Et comme en témoignent les journalistes de Radio Okapi présents sur place, avant même le début de la plénière, des bouches indiscrètes avaient décrit aux journalistes présents dans l'hémicycle les différentes étapes de cette séance. Et à la surprise du reporter de Radio Okapi, les événements se sont déroulés exactement selon ces scénarios. Monsieur Mbelou, ne faudrait-il pas repenser tout notre système politique
lorsqu'on assiste à pareille mascarade, hein, qui n'est pas loin d'une parodie de la démocratie parlementaire. Mais je suis d'accord avec vous, et c'est ce que je disais en d'autres mots. Le système politique congolais doit pouvoir opérer une rupture refondatrice d'un État social et national, d'un État souverain, débarrassé des mercenaires qui ont infiltré les institutions du pays. C'est cet effort-là qui doit pouvoir être mené, mais cet effort doit être fondé sur la bataille des idées. Vous voyez, à un certain moment, l'impression qui se dégage au niveau du fonctionnement de ces institutions formelles souffrant d'un déficit démocratique criant, c'est que la bataille des idées n'y est pas très engagée. Hein. Donc, il faudrait qu'au petit à petit, nous soyons plusieurs compatriotes à exceller dans la bataille des idées, tout en garantissant à cette bataille les moyens matériels, spirituels, les moyens culturels dont elle a besoin pour pouvoir devenir une chasse gardée des masses populaires congolaises. C'est vers cela que nous devrions un peu plus aller que de nous laisser berner par ces partisans du statu quo, qu'ils soient de l'opposition politique ou de la majorité présidentielle. Mais M. Mbelo, est-ce que fondamentalement, il n'y a pas un problème avec notre élite politique, entre guillemets, parce que on a comme l'impression que les textes sont élaborés, mais nous restons fondamentalement comme une société de l'oralité. Pourquoi élaborer des textes qu'on ne respecte jamais? Mais qui a élaboré ces textes? C'est aussi là une question que nous ne semblons pas nous poser. Et pourquoi ces textes ont-ils été élaborés? C'est vrai, vous avez raison, les Congolais, les Congolaises, les filles et les fils du Congo qui participent à cette parodie de la démocratie, en leur part des responsabilités, et nous ne devrions pas tout le temps rester en train de tirer sur les méchants qui viendraient de l'extérieur, mais n'oublions pas aussi ceci. La criminalisation des Congolais doit être examinée en profondeur. Quand vous avez subi un matraquage psychologique et intellectuel de plus de 500 ans, quand vous avez été décervelé en vivant dans des systèmes vidés de toute leur substance, quand vos cœurs et vos esprits ont été mangés par le mensonge, par la cupidité, par l'avarice, par le mépris de l'altérité tel que il est entretenu aujourd'hui par les acteurs pléniers de la descente de notre pays aux enfers, il faudrait vraiment recréer les lieux de savoir pour faire le point. Hein? Vous comprenez pourquoi, dans notre dernière émission, j'avais quand même félicité l'organisation de l'université du Palou. C'est parce que je me réalise aujourd'hui que si nous ne gagnons pas cette bataille de la remise en question au sein des espaces de réflexion organisés plus ou moins comme le Palou l'a fait aujourd'hui, si nous n'allons pas vers nos intellectuels subversifs qui continuent à produire de la littérature et à nous fournir une bonne documentation comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, nous n'avancerons pas comme peuple. Voilà pourquoi vous comprendrez la raison d'être de cette évocation de la bataille des idées. Ceux qui, de l'extérieur, nous ont placés dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ont eu recours à une longue tradition de la bataille des idées. Ils ont financé les fondations, ils ont créé des think tanks qu'ils ont financés et qu'ils financent encore. Donc si nous n'excellons pas
dans cette bataille des idées pour que les idées reçues puissent être remplacées dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos esprits par de nouvelles idées claires et nettes, nous n'avancerons pas beaucoup. Nous n'avancerons pas beaucoup. Il ne suffit pas qu'on ait des partis politiques pour avancer. Encore faudrait-il arriver à donner à ces partis politiques une substance idéologique capable de faire avancer tout le Congo. Et c'est là que le bas blesse, et c'est à ce niveau-là que le travail doit être abattu avec tous les partenaires progressistes du monde qui sont prêts à prendre la main tendue des Congolais pour cette bataille d'idées. Mais monsieur Mbello, au-delà de ces espaces, des réflexions que vous prônez, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème des modèles des sociétés? Lorsqu'on observe les spectacles malheureux qu'on a au Palais du Peuple, ces mêmes politiciens, quelques-uns étaient à l'université d'été du Palou, où ils ont professé toutes les bonnes choses du monde, mais dans la vie de chaque jour, ils tombent tous dans les travers. Oui, je m'excuse de ne pas exagérer. Moi, j'ai déjà vu, même dans les hémicycles que les médias nous présentent comme les plus démocratiques du monde, les gens en venir aux mains. Là, je m'insurge un peu contre cette façon d'approcher les Congolais comme étant les derniers du monde, la société la plus corrompue. C'est vrai, je venais de le dire, il y a de la corruption dans toutes ces institutions-là. Mais n'oublions pas que le monde est dirigé, ou semble être dirigé, par un pays qui nous est présenté comme le plus démocratique du monde, mais où les députés et les présidents de la République sont achetés par les multinationales. C'est un spectacle que nous n'analysons pas beaucoup, mais aujourd'hui, qui ne sait pas que dans un pays comme les États-Unis, les multinationales financent à coups de milliards les campagnes électorales et que les congressistes sont achetés par les lobbyistes. Mais voilà, dès qu'il s'agit du Congo, on fait comme si tout ce que je viens de vous dire ici n'existait pas. Or, ce sont des textes, ce sont des histoires que vous savez lire aujourd'hui sur le net. Vous prenez un auteur comme Noam Chomsky ou Herman Edouard, vous lisez leurs textes, ils vous disent tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais quand il s'agit du Congo, j'ai l'impression que nous exagérons. Mais tout en étant d'accord avec vous, nous avons besoin d'un nouveau modèle de société. Nous avons besoin que les dignes fils et les dignes filles du Congo créent un espace politique viable. Mais n'oublions pas que tout ne dépend pas que des Congolais. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité. Mais les nouveaux cercles du pouvoir, à un certain moment, en arrivent à avoir raison de la part de responsabilité du Congo. Aujourd'hui, par exemple, nous risquons d'être surpris d'apprendre que demain, ce sont les mêmes qui ont conduit à bout une révolution de palais ou une révolution populaire sans que nos masses populaires sachent pourquoi, dans leur immense majorité, et ces mêmes personnes vont conduire cette révolution. Non, d'accord avec vous, les Congolais ont leur part de responsabilité. D'accord avec vous, nous avons besoin d'un nouveau modèle de société, mais ce nouveau modèle de société doit être inventé à partir des lieux où le savoir se partage, à partir des lieux où le débat d'idées est organisé, à partir des lieux où un projet de société participative peut être imaginé. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui nous tombent de je ne sais quelle planète pour nous sortir de leur chapeau des projets de société sans que cela ait été débattu au préalable par nos masses populaires dans les lieux où ils vivent aujourd'hui. Voilà pourquoi, encore une fois, je dis, la création des espaces de débat, des espaces de savoir est indispensable
pour que finalement, au Congo-Kinshasa, gagne la bataille des idées. Très bien, autre chose, les députés honoraires Jean-Claude Mouyambo Kiassa quittent la majorité présidentielle pour œuvrer désormais au sein de l'opposition. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et lui, Jean-Claude Mouyambo, a déclaré sur Radio Okapi, je prends congé de la majorité présidentielle et c'est terminé, j'entre dans l'opposition. Aujourd'hui, quand vous venez me voir, vous devrez être en présence d'un opposant au régime des Kabila. Monsieur Mbelou, les réseaux sociaux congolais se sont enflammés sur cette annonce tonitruante de Jean-Claude Mouyambo. Monsieur Mbelou, devient-on opposant en s'autoproclamant ou faudrait-il davantage pour en revêtir les habits? Mais je me pose la même question que vous. Regardez, comment monsieur Jean-Claude Mouyambo procède? Il est dans un avion, on lui passe la nouvelle, il dit, désormais, je suis pour l'opposition totale. On passe dans l'opposition totale. Bon, pour rappel, il ne faudrait pas oublier que Jean-Claude Mouyambo lutte, et là, fait partie de l'un des partis de la majorité présidentielle, à avoir dit à haute voix qu'il s'insurgeait, qu'il s'opposait à la révision constitutionnelle et surtout à la révision de l'article 220. Cela peut être retenu à son actif. Mais la façon cavalière dont il a pris la décision dans l'avion m'a un peu estomaqué. Comment peut-on, en étant président d'un parti politique, se décider dans un avion sans avoir pris le temps d'étudier la question avec ses collaborateurs et les autres membres du parti? Je ne connais pas en profondeur le fonctionnement du parti de Jean-Claude Mouyambo, mais il aurait été, ne fût-ce que souhaitable, qu'il y ait une rencontre des cadres du parti pour statuer sur l'incident. Non, dans l'avion, on dit qu'on passe à l'opposition totale. Là, la procédure semble trahir le fonctionnement de plusieurs partis politiques congolais. Le parti est lié au chef et le chef peut en faire ce qu'il veut. Voilà, en faisant allusion au débat que nous avons déjà eu, il est aussi important qu'aujourd'hui, les partis politiques congolais puissent être revus en profondeur du point de vue de leur fonctionnement. Hein? On ne peut pas continuer à avaliser le fonctionnement des partis politiques sur le mode de ce qui s'est passé avec la SCODE, malgré toutes les raisons du monde que Jean-Claude Mouyambo peut avoir. Parce qu'un acteur politique doit à un certain moment avoir les nerfs froides avant de réagir. Il ne doit pas réagir dans l'émotion. Ça, c'est d'un. De deux. Bon, il peut aussi se faire que, voyant comment la Kabylie est en train de prendre de l'eau de toutes parts, Jean-Claude ait attendu un incident pouvant le conduire à réagir comme il l'a fait dans l'avion. On peut aussi reconnaître, mettre cela à son actif. Mais cela n'empêche que ce mode de fonctionnement puisse nous pousser à demander aux opérateurs politiques congolais, surtout aux présidents des différents partis politiques, de se questionner. Comment veulent-ils que demain, ce pays-là puisse devenir un État démocratique si, en leur propre sein, il n'y a pas de démocratie, on prend des décisions de manière cavalière sans en avoir référé à sa base. Voilà, voilà. Et dans le texte que j'ai produit ce matin, qui est intitulé « Certaines questions que pose le cas de Jean-Claude Mouyambo », moi je vais même un peu plus loin. Celui qu'il s'est choisi comme cible de son opposition est un acteur apparent. Donc, son opposition est une opposition apparente. Et puis, qui lui avait dit, qu'il avait convaincu
que ce monsieur-là était venu au Congo pour pouvoir travailler afin que le Congo devienne un État démocratique et libre. C'est ça des questions que plusieurs opérateurs politiques congolais ne se posent plus. Pourquoi ils n'ont pas encore réussi, pour la plupart d'entre eux, à remettre en question le processus dans lequel ils évoluent depuis 1996. C'est-à-dire, ils ont coopéré avec des mercenaires chargés par l'élite dominante anglo-saxonne de pouvoir l'aider à faire même basse sur les richesses du sol et du sous-sol congolais, mais ils n'ont jamais remis en question ce processus-là. Donc, au lieu de dire qu'il rentre dans l'opposition totale contre l'autorité morale de sa majorité, de son ex-majorité présidentielle, il devrait rejoindre les résistants au système néolibéral, à l'impérialisme, ayant pris en otage les institutions congolaises aujourd'hui. Il faut aller au-delà des acteurs apparents pour voir comment, avec toute la résistance congolaise, avec tous les patriotes congolais, avec les autres alliés progressistes du monde, on peut lutter ensemble au renversement de la vapeur et à la rupture avec le système néolibéral de notre esclavage moderne. Mais lorsque toujours Jean-Claude Muyambo déclare ceci, je suis dans mon opposition à moi, je quitte le pouvoir, j'entre dans l'opposition pour que le Congo aille de l'avant. Et je suis avec le peuple. Quel crédit peut-on accorder à ces propos-là, puisque bon, on en a entendu à plusieurs reprises des gens qui faisaient ce genre de déclarations fracassantes, et puis par après, bon, on a vu ce que cela est devenu. D'où les questions du genre. À partir d'où Jean-Claude Muyambo parle-t-il? Là, ne me dites pas qu'il parle à partir de l'avion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a poussé Jean-Claude Muyambo à se radicaliser? Qui lui a dit quoi? Qui l'a poussé à faire quoi? Ça sont des questions auxquelles nous ne saurons peut-être pas répondre aujourd'hui. Mais les réponses à ces questions viendront demain, quand nous verrons l'opérateur politique à l'œuvre. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer maintenant. Contrairement aux apparences, il y a des choses qui se passent. Et à moins que beaucoup d'autres membres de la Kabylie n'acceptent de s'enfoncer dans un projet suicidaire, et ceux qui les ont mis là où ils sont ont décidé que ça n'est fini avec eux. Combien de temps cela va-t-il prendre? Nous ne savons pas. Est-ce que cela n'est pas une distraction de plus? Il faut rester attentif pour le dire. Alors, à partir d'où Jean-Claude Muyambo est en train de parler? Est-ce qu'il n'aurait pas, par exemple, partagé ces idées selon lesquelles ça en est fini avec la Kabylie? Est-ce que ça ne serait pas pour lui une façon de pouvoir quitter le bateau un peu plus tôt pour qu'il ne coule pas avec ce bateau qui finalement va couler et il n'y a plus besoin de preuves pour cela? Donc ce sont des questions qu'on devrait se poser. Donc demain, nous allons voir comment l'opérateur politique va parler. Malheureusement, les compatriotes nous ont habitués à un langage de bois. Demain, ils nous diront, oh, si j'ai dit ça, c'est parce que, est-ce qu'un tel n'a pas fait comme moi? Donc, au lieu de partir de leurs convictions, ils finissent par se référer au dérapage des autres compatriotes pour dire, mais si moi j'ai fait ceci, est-ce qu'un tel n'a pas fait cela? Est-ce que vous ne le considérez pas aujourd'hui comme opposant? Pourquoi est-ce que vous le considérez lui comme opposant et quand moi je dis que je suis opposant, vous refusez? Essayons de lui donner, de lui accorder le bénéfice du doute pour le juger à partir de ce qu'il aura posé comme action. Même pas pour le juger, pour évaluer sa cohérence à partir de ce qu'il aura posé comme action en partant du moment où il a dit qu'il rentrait dans l'opposition totale, même s'il doit revoir
ces cibles. Hein, quand vous vous attaquez à une cible apparente, votre opposition est partielle et partielle, elle n'est pas totale. Très bien, cette semaine vous avez écrit un texte intitulé Les Congolais et la récupération de leur initiative historique. Et vous y dites, ne pas avoir une bonne maîtrise de son histoire peut participer de l'organisation de la myopie face à la descente de son pays aux enfers. Formaté pendant plus de 3 décennies par une idéologie néolibérale ayant fait de l'argent un dieu, plusieurs compatriotes semblent avoir perdu l'essence de l'être au profit de l'avoir. Monsieur Mbel, toutes ces réactions enthousiastes à cette annonce tonitruante de Mouyam participent-elles aussi de cela? Oui, c'est... J'ai dit, on lui accorde le bénéfice du doute. Mais vous savez, nous avons une chance énorme aujourd'hui, nous Congolais. Une chance énorme. Et pour ceux qui croient en Dieu, ils devraient l'en remercier. Nous avons des compatriotes qui rentrent dans tous les cercles où le cas du Congo est traité, même si ils ne se font pas toujours remarquer. Il y en a un qui a été considéré pendant tout son travail, pendant la durée de tout son emploi, comme étant un noir américain. Et pourtant, c'était un Congolais pur jus. Et aujourd'hui, il est capable de nous fournir des tas de témoignages sur le fonctionnement de certaines organisations internationales, des témoignages à couper le souffle, mais aussi des témoignages qui nous confortent dans certaines de nos prises de position, parce que souvent, nous avons affaire à des acteurs apparents. Dans mon texte-là, d'où part mon texte-là? Mon texte-là part d'un échange avec un compatriote qui a été en Afrique de l'Ouest et qui m'a dit, JP, voilà ce qui est en train de se tramer sur notre pays. Nous serons peut-être surpris, mais il y a beaucoup d'argent décaissé pour pouvoir réaliser ce qui pourrait arriver d'un moment à l'autre dans notre pays. Et les compatriotes ayant bénéficié de cet argent ont dit ceci: l'argent, nous le prenons, il peut venir de n'importe où. L'essentiel pour nous est qu'il sert la cause de notre pays. Tiens, moi je vous donne mon argent, vous estimez que je n'ai aucune envie, je n'ai aucune proposition à vous faire sur votre pays, je vous donne mon argent pour que vous en faisiez ce que vous voulez et qu'après, vous puissiez mettre votre pays sur les rails que vous aurez décidé. C'est là qui m'a un peu gêné et qui m'a conduit à écrire ce texte et qui m'a aussi conduit à comprendre que les acteurs pléniers de la descente du pays en enfer disposent de l'argent et des médias. Ils connaissent la faiblesse de plusieurs d'entre nous. Ils savent qu'ils peuvent se servir de l'argent pour les corrompre et orienter l'avenir du pays à leur guise. Or, quand on examine de plus près la provenance de cet argent-là, on se rend compte que ce sont les mêmes qui ont décidé en 1960 et même un peu plus tôt, de prendre le Congo pour quelques décennies. Ce sont les mêmes qui ont financé les mercenaires qui sont venus du Rwanda et de l'Ouganda pour mettre le pays en moule et en faire un État raté. Et ce sont les mêmes qui sont, avec certains partis politiques congolais dans un programme dénommé Tomiko Tissa, ce sont les mêmes qui aujourd'hui donnent des sous aux Congolais pour pouvoir réaliser leur vue sur le Congo. Et ces compatriotes vous disent, l'argent, d'où qu'il vienne, nous le prenons, mais nous estimons qu'avec cet argent, nous allons faire avancer la cause du Congo. Et ça suscite beaucoup de doutes en moi sur l'avenir proche
de notre pays parce que je me rends compte que ces compatriotes n'ont rien compris à notre histoire. Comment peuvent-ils vouloir répéter les mêmes travers que ceux que certains d'entre nous ont commis en 60-61, d'autres en 96-97 et d'autres encore à l'assassinat de Kabila le 16 janvier 2001. Donc, on est dans un cycle d'où on ne sort presque pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu par nous-mêmes organiser les moyens matériels de notre émancipation politique. Si nous ne comprenons pas cela, peut-être que, moi j'exagère, mais nous risquons pendant longtemps d'être les esclaves des maîtres du monde et le Congo risque de disparaître de la carte de l'Afrique. Si nous ne récupérons pas demain notre initiative historique pour devenir les véritables acteurs de notre propre destinée, nous risquons d'en souffrir à long terme, peut-être jusqu'au moment où ce pays-là, morcelé en des petits États, va simplement imploser et nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Nandou et à la semaine prochaine.